Tu as sûrement déjà croisé quelqu'un qui, lorsqu'il s'agit de parler de soi, se referme comme une porte lourde qui claque sans prévenir. Ce silence n'est pas un hasard, ni une simple habitude sociale. Les neurosciences de l'Université Paris-Saclay montrent que certaines zones du cortex préfrontal s'activent plus intensément lorsque ces personnes doivent évoquer leurs émotions profondes, comme si leur cerveau percevait l'acte de se dévoiler non pas comme un partage, mais comme une menace. Leur mutisme n'est donc pas une absence de mots, mais une stratégie de survie patiemment construite, une sorte d'armure psychique que même elles ne parviennent plus à identifier clairement. Et plus tu observes cette dynamique, plus tu comprends que ce n'est pas une timidité classique. C'est un mécanisme millimétré de retrait, presque élégant dans sa discrétion, comme une fumée qui disparaît avant que quelqu'un ne sache d'où elle venait. Ce qui rend tout cela encore plus intriguant, ce sont les micro-réactions, celles que la psychologie comportementale considère comme des signaux précoces d'évitement. Le regard qui fuit une seconde trop tôt, la respiration qui devient plus superficielle quand une question touche un point vital, ou encore cette manière de rediriger subtilement la conversation vers toi, comme s'il te caressait l'ego pour éviter de toucher au leur. Tout cela crée une aura presque mystérieuse autour d'eux, une tension douce mais palpable, comme si tu entrais dans une pièce où quelqu'un venait de cacher quelque chose sous les planches du parquet. Ce suspense silencieux devient un langage en lui-même, un code secret fait de non-dits, de pas de côté, de réponses si courtes qu'elles ressemblent à un souffle. Mais le plus fascinant est l'évolution progressive de ce phénomène. Un glissement qui commence par une simple pudeur et finit parfois par un effacement identitaire profondément douloureux. Au début, ils se contentent de rester en retrait. Ensuite, ils cessent de raconter des souvenirs. Puis, ils arrêtent de formuler des désirs. À la fin, ils oublient même ce qu'ils ressentent réellement, comme si le silence, d'abord choisi, devenait un habitacle étroit dans lequel leur propre voix ne résonne plus. Les chercheurs en psychologie clinique de l'Université de Lyon appellent ce stade l'érosion narrative. L'être humain se dissout lentement dans son propre silence, comme une lettre laissée trop longtemps au soleil. Et ce n'est jamais un phénomène isolé. Il existe une dimension collective, presque contagieuse, qui traverse les familles, les groupes, les dynamiques sociales. Dans certaines maisons, on apprend très tôt qu'il ne faut pas faire de bruit, qu'il ne faut pas déranger, qu'il faut écouter plus qu'on ne parle. Ce sont des clans où parler de soi était perçu comme un danger, une faute, un acte de trahison envers la paix fragile du foyer. Ces environnements produisent des archétypes entiers de silence. Les enfants invisibles, les adultes transparents, les partenaires qui s'effacent pour préserver une façade harmonieuse. C'est comme une possession douce, une tradition muette qui se transmet sans jamais être nommée. Face à cela, il n'existe qu'un protocole possible, un geste de survie intérieure. Apprendre à utiliser la conscience comme un bouclier. Prendre du recul, presque comme un soldat qui effectue une retraite stratégique, non pas par lâcheté, mais par lucidité. Cela signifie reconnaître que le silence n'est pas neutre, qu'il a été programmé, répété, renforcé, et qu'il peut, avec une vigilance patiente, être désappris. Ce n'est pas une bataille spectaculaire, mais une reconquête lente, intime, presque clandestina. Réapprendre à dire « je », même si la voix tremble, même si elle semble étrangère au début. Et à la fin de ce premier grand plongeon, il reste cette question qui résonne comme un écho dans une caverne. Pourquoi un être humain devrait-il avoir autant peur de se montrer, alors que c'est précisément là que commence sa véritable histoire ? Peut-être parce que dans chaque silence habite un fantôme, une vérité non nommée qui attend, immobile, que quelqu'un ose la regarder. Et lorsque tu comprends cela, le mutisme des autres cesse de t'irriter. Il commence à te parler. Et lorsque tu avances un peu plus dans ce territoire mental où vivent ceux qui préfèrent t'écouter plutôt que se dévoiler, tu commences à percevoir les signaux d'ombre qui se forment autour d'eux, ces micro-indices qui semblent insignifiants mais que la psychologie contemporaine analyse comme des marqueurs d'évitement profond. Des chercheurs de l'Université de Genève décrivent ce phénomène comme un pattern d'autoprotection anticipée. Le cerveau de ces individus détecte la simple possibilité d'être interrogés sur eux-mêmes comme une menace future et déclenche en avance des comportements destinés à détourner l'attention. C'est presque un suspense interne, une alarme silencieuse dont ils ne sont même plus conscients, mais qui orchestre leurs gestes, leurs intonations, leur manière de disparaître tout en restant là. Tu remarques par exemple cette façon subtile qu'ils ont de s'installer physiquement à la marge d'un espace, comme si leur corps connaissait la règle avant leur esprit. Ils choisissent la chaise la plus éloignée, l'angle le moins visible, la lumière la moins crue. Et lorsqu'une question s'approche dangereusement d'un point sensible, ma vie, mes sentiments, mes peurs, leurs traits se figent un instant, une ombre traverse le regard, un clignement trop rapide les trahit. Ce sont des indices presque cinématographiques, la main qui se frotte la nuque, la jambe qui se replie, la voix qui s'adoucit pour devenir un murmure. Tout cela crée une atmosphère étrange,
comme si tu marchais dans un couloir où chaque porte renferme un souvenir verrouillé et où le moindre bruit peut réveiller quelque chose d'incontrôlable. Plus inquiétant encore est la progression subtile de ce mécanisme. Ce n'est pas un blocage immédiat, mais une montée en tension progressive, comme un fil invisible qui se tend. Au premier stade, il dévient la conversation avec élégance. Au second, il commence à poser des questions précises sur toi, en série, comme si te faire parler était la meilleure façon de s'échapper. Puis vient le stade où ils ne parlent plus d'eux-mêmes du tout, ils deviennent des murs réfléchissants, des surfaces qui renvoient ta lumière sans jamais en produire. Et si la situation se dégrade encore, une forme de dissociation douce apparaît. Ils semblent présents, mais mentalement ailleurs, comme si leur voix restait dans la pièce, mais leur esprit s'échappait par une fissure invisible. Les étudiants de l'Institut de psychologie clinique de Toulouse appellent en cela le retrait dissociatif fonctionnel, un état où la personne évite tellement son monde intérieur qu'elle en perd momentanément l'accès. Mais rien de tout cela ne se produit dans le vide. Autour d'eux, les familles, les groupes et même les cultures renforcent souvent cette autocensure émotionnelle, comme un écosystème entier bâti sur la discrétion. Dans certains cercles, raconter sa vie est perçu comme indélicat, comme une prise de pouvoir inconvenante. Dans d'autres, c'est carrément dangereux. Les émotions deviennent des armes, et montrer une vulnérabilité revient à offrir une ouverture à ceux qui manipulent. Ces environnements fabriquent des générations entières d'êtres invisibles, façonnant un archétype collectif du silence, presque une possession douce. Les psychologues sociaux parlent même d'une norme d'effacement, un modèle relationnel partagé où chacun apprend très tôt à effacer son propre récit pour préserver l'équilibre fragile du groupe. Et face à cette mécanique complexe, il n'existe qu'un protocole de protection véritablement efficace. Surveiller ton propre espace intérieur comme un explorateur qui avance dans un terrain miné. La conscience devient ton bouclier, ta frontière, ton poste d'observation. Cela signifie que lorsque tu sens quelqu'un t'entraîner dans cette spirale d'effacement, tu dois effectuer une retraite stratégique, non pas pour t'éloigner d'eux, mais pour ne pas te perdre avec eux. Tu protèges ton identité en restant dans la lumière, méthodiquement, même s'ils préfèrent les ombres. Et si un jour tu dois les aider à sortir de leur silence, cela se fait doucement, sans forcer, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée depuis trop longtemps. Et au bout de ce long couloir de signes ténus et de silence calculé, une idée s'installe, lente et profonde. Et si ces personnes n'évitaient pas de parler d'elles parce qu'elles n'ont rien à dire, mais parce qu'elles transportent un monde entier qu'elles n'osent pas laisser sortir? Cette pensée résonne comme un écho lointain, un murmure qui s'accroche à tes tempes et refuse de disparaître. Et lorsque tu continues d'observer ce phénomène, tu réalises que l'évitement n'est jamais un état fixe. C'est une trajectoire, un glissement progressif qui transforme lentement l'identité de ceux qui ne parlent jamais d'eux-mêmes. Les neuroscientifiques de l'Université de Strasbourg décrivent cette évolution comme une escalade adaptative, un processus où le cerveau, à force de percevoir l'introspection comme une menace, commence à automatiser le retrait. Au début, ce n'est qu'un petit malaise, une hésitation presque imperceptible. Mais plus les années passent, plus ce malaise se solidifie jusqu'à devenir une structure interne, un mur invisible contre lequel leur propre voix vient se briser. Et toi, tu regardes cela comme on observe une silhouette marcher dans une brume de plus en plus dense, jusqu'à ce qu'elle perde ses contours. Le premier stade ressemble à une discrétion choisie. La personne parle moins, mais elle parle encore. Elle dose, filtre, sélectionne. Le second est celui du silence tactique. Elle évite les sujets personnels avec une aisance presque artistique, créant des phrases neutres, sans aspérité, qui glissent comme de l'eau. Le troisième stade est plus sombre, un effacement progressif, où même ses opinions s'amenuisent, comme si s'exprimer devenait trop lourd. Une fatigue identitaire s'installe, lente et tenace. Puis vient ce moment inquiétant où, même seule, la personne ne parvient plus à se raconter. Elle cesse d'avoir un récit intérieur. Le dernier stade, que certains psychologues appellent le point d'éclipse, est celui où l'individu se confond totalement avec son propre silence. Il n'y a plus de distance entre ce qu'il tait et ce qu'il est. La disparition devient une seconde peau. Ce qui rend cette trajectoire encore plus troublante, c'est la manière dont elle s'inscrit dans le quotidien. Leurs gestes changent, leur posture s'arrondit, comme si leur colonne vertébrale cherchait à occuper moins d'espace. Leur regard devient moins franc, pas par malice, mais par habitude. Ils préfèrent t'écouter, non pas par curiosité, mais parce que ta voix devient pour eux un refuge. Tant que tu parles, ils n'ont pas besoin de s'exposer. C'est une stratégie d'évitement presque élégante, mais derrière cette élégance se cache une tension permanente. Un suspense interne, semblable à ces scènes de films, où la musique ne cesse de monter sans jamais atteindre son crescendo. Ils vivent avec cette musique-là, jour après jour. Et pourtant, ce phénomène individuel n'a rien d'individuel. Il s'inscrit dans une structure collective qui le nourrit et le renforce. Dans certains groupes, celui qui parle de lui-même est immédiatement perçu comme naïf
vulnérables ou prétentieux. Les familles où l'on évite les sujets sensibles deviennent des terrains fertiles pour ce type d'effacement. Les secrets, les non-dits, les conflits jamais résolus créent une topographie émotionnelle où le silence devient la règle d'or. Dans ces environnements, l'individu n'a pas besoin qu'on lui dise de se taire. Il apprend que parler n'apporte rien, parfois même qu'il coûte cher. C'est un héritage invisible, un archétype collectif qui traverse les générations comme une ombre silencieuse posée sur l'épaule de chacun. Alors, comment empêcher ce glissement de devenir irréversible ? Il existe un protocole intérieur que la psychologie moderne décrit comme une réaffirmation progressive de soi. Cela commence par un acte minuscule, se surprendre en train de se taire et se demander pourquoi. Non pas se forcer à parler, mais créer un espace mental où l'on reconnaît le réflexe du silence. C'est une conscience qui agit comme un bouclier, une vigilance douce mais constante. Parfois, la seule protection nécessaire est une retraite stratégique. S'éloigner des situations où l'on se dissout, reprendre son souffle, réapprendre à occuper l'espace. C'est un travail invisible, discret, presque secret, mais c'est ainsi que l'on reconstruit une voie perdue. Et lorsque tu observes ce processus, un doute s'installe, profond, presque philosophique. Que reste-t-il d'un être humain lorsqu'il n'a plus de récit intérieur ? Peut-on exister sans jamais se dire ? Cette question résonne comme un écho dans un long tunnel, un murmure qui plane au-dessus de tout. Si l'on ne parle jamais de soi, est-ce que l'on vit vraiment ? Ou est-ce que l'on se contente de traverser le monde en silence ? Et plus tu avances dans ce labyrinthe silencieux, plus tu comprends que ce phénomène dépasse largement l'individu. C'est presque une mécanique collective, comme si des forces invisibles s'emparaient des récits personnels pour les réduire au silence. Les psychologues sociaux de l'université de Lausanne parlent d'une contagion émotionnelle inhibitrice, une dynamique où le silence d'un seul finit par façonner le climat entier d'un groupe. C'est là que tout devient étrange. Tu réalises que certaines familles, certains cercles d'amis, certains environnements professionnels créent des atmosphères où parler de soi ressemble à un acte inconvenant, presque dangereux. Le silence devient alors une règle tacite, une discipline douce qui traverse les murs, les générations, les habitudes, comme si une main invisible ajustait chaque voix pour qu'elle ne dépasse jamais un certain volume. Dans ces environnements, celui qui s'exprime trop longtemps se fait remarquer comme une fausse note dans une symphonie parfaitement étouffée. La personne qui parle d'elle-même devient un miroir gênant. Elle rappelle aux autres ce qu'ils préfèrent taire. Alors, pour maintenir le fragile équilibre collectif, chacun apprend à se réduire, à lisser ses émotions, à choisir des mots neutres, à éviter les vérités qui font le silence comme une lame. Le groupe tout entier devient un organisme psychique où l'honnêteté émotionnelle est régulée, parfois punie, parfois honteuse. Et le plus ironique, c'est que cette censure n'a pas besoin d'être dite. Elle s'impose par imprégnation, comme une odeur qui flotte et finit par s'infiltrer dans les vêtements. À ce stade, quelque chose de plus sombre commence à apparaître. Ces collectifs silencieux produisent des rôles spécifiques, des archétypes presque mythologiques. Il y a l'invisible, celui qui ne parle jamais de lui. Il y a le gardien du calme, qui change de sujet dès qu'une émotion trop lourde s'approche. Il y a le confesseur involontaire, celui qui écoute tout le monde parce que personne ne lui demande jamais comment il va. Et il y a aussi le fantôme, celui qui traverse le groupe sans jamais laisser de traces émotionnelles, un être dont on connaît la voix mais jamais l'histoire. Ces rôles s'installent naturellement, comme s'ils étaient écrits d'avance, transmis par imitation plus que par intention. Mais la partie la plus inquiétante est ce que les sociologues nomment la possession collective, non pas dans un sens mystique mais psychologique. Le groupe impose son rythme interne, son volume émotionnel, ses interdits, et chacun finit par reproduire la même retenue, comme un écho répété à l'infini. L'individu ne se rend même plus compte qu'il a cessé de parler de lui. Il croit simplement qu'il n'a rien d'important à dire. C'est ainsi que naissent les générations silencieuses, les lignées où personne ne raconte ce qu'il a vécu, où chaque douleur reste dans son propre siècle intérieur. Alors comment se protéger de cette influence diffuse, presque hypnotique ? Le protocole de survie commence par une vigilance particulière. Identifier les lieux où ton histoire se rétrécit. Ces lieux peuvent être réels, une salle, une maison, une table de famille, ou totalement abstraits. Une dynamique, une personne, un regard. Dès que tu sens ton récit intérieur s'étouffer, tu dois interrompre le processus. C'est ce que les psychologues appellent une rupture de boucle. Cela ne signifie pas fuir le groupe, mais retrouver ton souffle en toi-même, comme si tu redressais ton dos au milieu d'une foule qui se penche. La conscience est ton seul bouclier, ta lumière portative dans cet espace obscur où les voix se taisent trop vite. Et lorsque tu observes ce phénomène collectif, une réflexion étrange s'installe. Peut-être que le silence n'est pas seulement une stratégie individuelle, peut-être qu'il est aussi une architecture sociale, un moyen pour les groupes de ne pas affronter ce qui pourrait les déchirer. Alors tu te demandes, si chacun se tait pour préserver la paix, qui porte réellement le poids de tout ce qui n'est jamais dit ? Cette question s'étire comme un souffle long, un écho qui semble tourner autour de toi.
et tu comprends soudain que les histoires étouffées finissent toujours par chercher une sortie. Et quand tu réhaches ce point où le silence n'est plus seulement une habitude, mais une prison douce, la question essentielle devient « Comment sortir sans se briser ?» Les psychologues contemporains de l'Université de Bordeaux parlent d'un protocole de restauration identitaire, une sorte de stratégie de survie conçue pour aider ceux qui ont appris à s'effacer à retrouver leurs propres contours. Ce protocole n'a rien de spectaculaire. Il ne s'agit pas de forcer la parole, ni d'exiger des confessions. Au contraire, il commence par une observation minutieuse, presque militaire. Repérer le moment exact où ton récit intérieur commence à se comprimer. C'est une vigilance intime, une conscience au repos, comme un soldat qui garde un camp dans le noir complet. La première étape ressemble à une reprise de territoire. Tu t'accordes quelques secondes pour sentir l'endroit où tu te retiens. Est-ce dans la gorge, dans les épaules, dans la respiration ? Les neurosciences montrent que les personnes qui évitent de parler d'elles activent souvent leur circuit de vigilance avant même d'en être conscientes. Le rythme cardiaque s'accélère légèrement, les muscles du cou se contractent, et le thalamus, ce gardien sensoriel, filtre toute émotion jugée dangereuse. Reconnaître ces signaux, c'est comme retrouver la carte d'un champ de bataille oublié. C'est un geste minuscule, mais capital. Mais le vrai protocole commence lorsque tu réalises que tu n'as pas besoin d'affronter le silence de front. Les psychologues l'appellent la sortie latérale. Tu ne forces pas ta voix à surgir là où elle a été étouffée, tu l'amènes ailleurs. Tu parles d'un détail, d'un souvenir neutre, d'une sensation simple. C'est comme ouvrir une fenêtre avant d'ouvrir la porte. Tu laisses l'air entrer par un interstice. Et étrangement, ce geste discret libère une place intérieure. La voix revient, timide mais réelle, comme une lueur qui hésite avant de se poser sur ta peau. La deuxième étape du protocole consiste à créer ce que les experts nomment un point d'ancrage narratif. Un sujet que tu peux évoquer sans te sentir menacé, mais qui parle de toi malgré tout. Cela peut être une habitude, une perception, une préférence. Tu l'utilises comme une base, un petit bout de vérité intime que personne ne peut t'arracher. Et à partir de cet ancrage, tu explores, centimètre par centimètre, les zones interdites. Ce n'est pas un acte héroïque, c'est un acte patient, précis, lucide. Mais le danger le plus grand est celui de retomber dans les dynamiques collectives où ton récit s'étouffe. Les familles, les groupes et les environnements silencieux constituent les espaces où tu peux perdre en quelques minutes ce que tu as construit en plusieurs mois. C'est pourquoi le protocole inclut la retraite stratégique. Ce n'est pas une fuite, c'est une mise à distance volontaire, un besoin de temps, d'air, de solitude active, pour ne pas être avalé par la mécanique du groupe. Tu sauvegardes ton identité comme on protège une flamme fragile dans un vent trop fort. Et pourtant, une chose étrange se produit lorsque tu commences à réapprendre à parler de toi. Le monde autour de toi change. Certaines personnes te regardent différemment, comme si la lumière que tu avais éteinte depuis des années se rallumait d'un seul coup et les éblouissait légèrement. D'autres se sentent menacés. Ton récit réveille les silences qui dorment en elles. C'est là que tu dois utiliser la conscience comme un bouclier. Non pas pour te fermer, mais pour rester aligné dans une vérité qui respire enfin. Tu apprends à te tenir debout, même dans les pièces où ta voix dérange. Et lorsque tu observes tout cela, quelque chose de plus profond se dessine, comme un frisson mental. Peut-être que retrouver sa voix n'est pas seulement un processus psychologique, peut-être que c'est un acte existentiel. L'idée que l'on puisse revenir à soi après des années d'effacement silencieux devient presque philosophique. Alors tu te demandes, qu'est-ce que la liberté intérieure, si ce n'est la capacité de dire « je » sans craindre d'être vu ? Cette question reste suspendue, longue, vibrante, un écho qui traverse ton esprit comme une lame douce, te rappelant que tout récit repris est une renaissance. Et lorsque tu arrives au dernier seuil de cette exploration, celui où le silence cesse d'être un simple comportement pour devenir une sorte de philosophie cachée, tu sens que quelque chose de plus vaste se joue derrière ce phénomène. Les chercheurs en psychologie existentielle de l'Université de Louvain parlent d'un vide identitaire conditionné, un état où la personne habituée à ne jamais parler d'elle finit par percevoir son propre monde intérieur comme une pièce fermée dont elle n'a plus la clé. Ce n'est pas un oubli ni une paresse émotionnelle, c'est une architecture mentale construite au fil des années, couche après couche, jusqu'à devenir une citadelle invisible. Et ce qui frappe le plus, c'est que beaucoup de ceux qui vivent ainsi ne se sentent même pas malheureux. Ils se sentent simplement absents d'eux-mêmes, comme si leur vie se déroulait sans qu'ils en soient les narrateurs. Dans cet espace étrange, la psychologie cognitive observe un paradoxe fascinant. Plus quelqu'un tait son histoire, plus son cerveau la rend floue. Les circuits de mémoire autobiographique s'activent moins souvent. Les récits internes se fragmentent. Et la personne finit par se percevoir comme une silhouette dans sa propre vie. On pourrait croire que cela entraîne une souffrance claire, mais le véritable danger est plus subtil. C'est une anesthésie douce. Le monde devient moins intense, les émotions moins vibrantes, les décisions moins personnelles.
C'est comme marcher dans un couloir où toutes les portes donnent sur des pièces obscures que l'on n'ose plus ouvrir. Et pourtant, au milieu de cette brume psychique, certains signes apparaissent, comme des ombres projetées contre un mur que personne n'ose regarder. Il y a cette façon de changer de sujet, dès que la conversation touche un souvenir important. Ce sourire qui apparaît trop vite, trop mécaniquement, comme un rideau qui tombe sur une scène encore allumée. Ce rire discret qui repousse les questions sérieuses, ce regard qui s'évade, non pas vers quelque chose, mais loin de quelqu'un. Des signes si subtils que seuls ceux qui savent écouter les silences y prêtent attention. Et derrière chacun de ces signes, un suspense presque palpable, comme si l'air lui-même retenait sa respiration. À mesure que tu comprends l'étendue de ce phénomène, il devient clair qu'il dépasse l'individu, qu'il déborde dans les liens, dans les histoires collectives, dans les dynamiques qui façonnent des générations entières. Car ce silence n'est pas seulement une protection, c'est un héritage. On ne parle pas de soi parce que personne ne l'a fait avant nous, parce que l'espace n'a jamais existé, parce que parler aurait brisé quelque chose que toute la famille s'efforçait de maintenir debout. Le silence devient une tradition invisible, une manière de survivre ensemble en évitant le vertige de la vérité. C'est comme une brume transgénérationnelle. Elle flotte, elle enveloppe, elle façonne. Alors comment brise-t-on cet héritage ? Comment ose-t-on parler lorsque le silence semble être la seule langue que l'on connaît ? Les psychologues recommandent un geste simple mais radical, se tenir devant soi-même, non pas parler aux autres, mais s'écouter intérieurement. Écrire une phrase, murmurer quelques mots, affirmer une émotion même imparfaite. C'est une forme de rébellion tranquille. Le protocole de protection devient alors un protocole de libération. Reconnaître le silence, comprendre son origine, l'observer sans jugement, et reprendre la parole non pas comme une arme, mais comme un souffle. C'est la conscience qui ouvre la première fissure dans le mur, et c'est l'audace qui l'élargit. Et c'est là que vient le point culminant, celui qui ne ressemble plus à une explication psychologique, mais à une révélation philosophique. Peut-être que les personnes qui ne parlent jamais d'elles-mêmes ne cherchent pas à se cacher du monde. Peut-être qu'elles cherchent à se protéger de ce qu'elles deviendraient si elles étaient enfin vues. Peut-être que leur silence n'est pas une absence, mais une forme de résistance. Ou peut-être que c'est un appel, discret, presque imperceptible, pour que quelqu'un entende ce qu'elles ne disent pas. Alors tu te demandes, et si le vrai récit n'était pas dans ce qu'elles taisent, mais dans le courage qu'il leur faudra pour briser ce silence ? Cette question reste comme un écho mental, profond, persistant, un souffle qui continue longtemps après que les mots se sont tus.